Ok. Bonjour Maria de Medeiros. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Oui, ça va. Et toi? Ouais, ça va super. Tu m'as dit que tu étais du coup en train de préparer une pièce en ce moment? Oui, je répète une pièce de Cocteau, Les parents terribles, à Nice. Ah, j'aime beaucoup cette pièce. Et tu fais quel rôle? Léo, D'accord. la tante. Ça va être que à Nice ou vous avez fait un Non, petit non, tour? la première est à Nice le 29 septembre. Et puis on a une longue tournée. On commence par le sud de la France, on sera à Toulon, on sera à Marseille. Et puis on commence un peu à remonter. Et c'est prévu d'aller jusqu'en 2022. On sera en 2022 au début de l'année à Marigny, à Paris. Donc, D'accord. voilà, on fait une longue tournée. Comment vous appréhendez ça dans le théâtre, tout ce qui se passe au niveau du coronavirus d'ailleurs? Oui, on est dans une certaine incertitude. Évidemment, nous, on sera prêt, j'espère. Et puis, bon, on se pliera évidemment à ce qui nous sera demandé. On espère faire au mieux. Bon, là, évidemment, le théâtre aura des normes. Je pense que les sièges seront séparés. Enfin, les gens ne Mm. seront pas à côté les uns des autres, tout ça. Les jauges sont diminuées. Mais bon, nous, on espère jouer, évidemment. Bah oui. D'ailleurs, niveau tournage, tu as vu des différences par rapport au coronavirus? Ça sent ou pas spécialement? Alors, il y avait un film qu'on devait commencer en mars. Les essais costumes étaient faits. Le film d'un grand metteur en scène, d'ailleurs argentin, de Lisandro Alonso. D'accord. Et tout était prêt et on a dû arrêter et ne pas commencer, à vrai dire. Et on ne sait pas jusqu'à quand ce sera reporté. Ce sera fait, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Là, ça reprend quand même. J'ai pu faire la promotion de l'ordre moral à Lisbonne et le film est sorti. Donc là aussi, avec toutes les normes de sécurité, mais les gens vont apparemment assez volontiers au cinéma. Après le confinement, ils ont envie de retourner. Ouais. Et c'est vrai que quand on va au cinéma et qu'on voit le grand écran, le son et tout, c'est quand même autre chose. Après tant de mois à voir des choses sur le petit écran. Ouais, sur la télé. Et voilà. Et je suis passée aussi par Madrid pour faire une participation spéciale dans une série de Netflix. Et là aussi, on était super testés. Enfin voilà, on travaille avec toutes les contraintes nécessaires, mais bon, c'est comme ça. Et l'ordre moral, tu m'as dit qu'il va sortir en France? Oui, l'ordre moral de Mario Barroso sort le 30 septembre en France. Et c'est un très beau film qui traite de l'histoire vraie d'une femme. En 1918, il y avait la pandémie de la grippe espagnole, donc il y a beaucoup de choses qui font quand même écho à ce qui se passe aujourd'hui. Elle était la propriétaire d'un très grand journal qui existe toujours aujourd'hui, très important. Donc c'était une femme très riche, de la très haute bourgeoisie, et le mari vivait plus ou moins à ses crochets, enfin travaillait dans le journal, etc. Mais il avait beaucoup de maîtresses. Et puis elle, un jour, décide de plaquer tout ça, toute cette hypocrisie, toute cette bourgeoisie, tout cet ordre moral comme ça. Et puis elle part avec son jeune chauffeur, un homme beaucoup plus jeune qu'elle, et surtout pas du tout de la même classe. Et donc elle quitte vraiment tout. C'est au-delà d'un geste de passion, parce que certainement il y avait de l'amour, de la passion, mais c'était un geste politique aussi, de vraiment affirmer quelque chose. Et là, évidemment, quand une femme fait quelque chose qui est en dehors des normes, elle est tout de suite taxée de folle. Et donc son mari, qui était ami avec toute l'intelligentsia, aussi des grands psychiatres portugais, à ce moment-là, il y avait un psychiatre portugais qui a eu le, le prix Nobel pour la lobotomie, c'est pas génial. Et, et donc tous ces hommes-là, avec une misogynie profonde, déclarent qu'elle est folle d'avoir fait un tel geste et la mettent en asile psychiatrique forcé pendant des années et des années. Et donc le film raconte aussi toute sa lutte avec une grande ténacité pour sortir
de cette prison et de reprendre sa liberté beaucoup plus vieille et retrouver aussi cet homme plus jeune qui continue d'être son chauffeur après tant d'années. Ça a l'air vraiment bien et c'est historique du coup comme Oui, histoire. oui. D'accord. On sent que tu aimes beaucoup, enfin que tu t'investis beaucoup en tout cas dans les histoires sur lesquelles tu vas travailler. En tout cas que tu les prends à cœur. Ça n'a pas Oui. l'air d'être juste un film en plus, que bah, tu t'intéresses à l'histoire, à ton personnage. Oui, oui, en général, bon, j'ai eu la chance aussi que lorsque les projets m'arrivent, pas toujours, mais souvent, c'est assez ciblé, c'est des choses qui, évidemment, vont faire résonner euh, des idées en moi, enfin, et je les prends très à cœur, évidemment. Ouais, mais c'est mieux, vaut mieux. Et je le rappelle, c'est que tu es une actrice portugaise d'origine et que donc même si tu joues vraiment à l'international, beaucoup en France, on l'a vu un peu bah, dans tous les autres pays du monde, j'ai l'impression, ce qui est super bien. T'es une vraie actrice internationale pour le coup. J'ai l'impression que tu fais vraiment des projets un peu partout, bah, comme Jean-Marc Barr par exemple, lui aussi, il va beaucoup faire des projets un peu Oui, partout. oui, oui, Jean-Marc Parra aussi, oui, en effet. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir ce capital des langues qui m'a été donné dans mon enfance, parce que je suis portugaise, effectivement, mes parents sont portugais, mais on vivait en Autriche. J'allais au lycée français à Vienne, donc voilà, j'ai grandi déjà avec ces trois langues, allemand, portugais et français, indifféremment. Et puis, une fois qu'on en a trois, après les autres C'est plus arrivent facile. plus facilement. Et puis, c'est vrai, ça c'est une chose assez particulière aux Portugais. Il y a d'autres peuples comme les Hollandais, même les Allemands, qui ont ce goût des langues. En tous les cas, les Portugais adorent parler des langues. Et, et donc, oui, c'est dans nos mœurs vraiment de s'amuser à, à tenter de percer les autres Mm. langues. Je voulais revenir sur ton tout début de carrière. Alors, j'ai pas vu Sylvestre, j'aimerais beaucoup. Ouais. T'avais 15 ans, c'est ça, quand il a été tourné? J'avais 15 ans, oui, oui, et Ouais. c'est un très beau film de Jean-César Montero. Comment ça arrivé, cette première entrée dans le cinéma? T'avais fait un casting ou... Non, 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 et je ne me destinais pas du tout au cinéma. Je pensais, j'étais sûre même que je ferais les beaux-arts et c'est exactement ce que j'ai pas fait. Mais Jean-César Montero, qui était un très grand metteur en scène, culte déjà au Portugal, était un ami de ma mère. Et en réalité, il avait commencé avec Paulo Branco, le producteur, il avait Ouais. commencé à tourner Sylvestre en décor naturel, avec des acteurs, enfin voilà. Et, et puis, quand il était à la moitié du projet, qu'il avait déjà dépensé la moitié du budget aussi, ce qui fait toujours plaisir aux producteurs, il, il a décidé que c'était pas du tout ça qu'il voulait faire. Non, 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 ça allait pas. Donc, il a tout arrêté et puis il a tout recommencé en studio, évidemment avec la moitié du budget, un peu à la Perceval le Gallois. Et puis, il a décidé que la protagoniste, ben, ce serait la petite, là, la fille de mon ami. Et voilà comment je suis entrée dans le cinéma. Bah, c'est pas mal, je m'attendais pas à ça. Il y a un film qui m'intrigue vers le début de ta carrière, c'est Le Moine et la Sorcière. Ça m'intrigue parce qu'il est bah, pas trop visible, il est pas sorti en DVD ni rien. Il me donne vachement envie. Ça se passe au Moyen Âge, il y a Tchéky Cario. Ça me donne vraiment envie niveau casting, niveau toute ambiance. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce tournage? C'était le premier film de Suzanne Schiffman, Hmm. qui était collaboratrice de Truffaut. Euh, et oui, c'est drôle en plus parce que je venais d'une histoire médiévale sylvestre. J'étais déjà en France, j'avais commencé l'école de théâtre. Mais de nouveau, une histoire médiévale avec une sorcière.
Et je me souviens qu'on a tourné en Corrèze et que c'était beau, c'était un beau tournage, assez, oui, dans ce cadre corrézien, c'était assez idyllique. Tu as dû rencontrer Jean Carmet, tout ça. Oui, incroyable de rencontrer Jean Carmet, Christine Boisson, Tchéky que j'ai retrouvé sur d'autres tournages après. Et tu l'as aimé ce film sur son résultat? Je l'ai pas vu, hein, donc Oui, vraiment oui, là. c'est un très joli film. Je ne l'ai pas vu depuis des années et des années, moi non plus, mais c'est un très joli film, oui. T'as une première un peu expérience américaine, ça, avec Philip Kaufman, qui était sur Henry et June. Euh, c'est un film que j'ai vu il y a un petit moment pour le coup, mais il y a un truc qui m'avait marqué dans ce film, en dehors du triangle amoureux, autour des trois personnages principaux. C'était une scène avec, je me souviens, il y a une scène avec Pierre et Tex et Ah, avec Artus de Pergen, c'est ça? Bagarre, oui. Et les deux, ils sont. Enfin, je l'ai vu peu de temps après qu'il était mort, Artus. Et c'était vachement touchant de voir ces deux hommes qui étaient décédés et qui avaient tous les deux une sorte de génie comique. Et dans la même scène, dans le même plan, moi, enfin, bref, ça m'avait un peu marqué ce film-là pour ça. Et en général, j'aime beaucoup les films de ce réalisateur. Oui, moi Là, aussi. comment t'es arrivé sur le tournage? Alors, Phil Kaufman il venait de faire l'insoutenable légèreté de l'être. Je Hmm. pense qu'il avait envie de retourner quelque chose en Europe et que lui et sa femme Rose avaient vraiment envie de parler de Henry Miller et de Hmm. ce triangle amoureux entre June et Anais Nin. Et là, pour le coup, c'est vraiment une casting. C'est Margot Capelier qui nous a mis en contact parce qu'elle a dit à Phil, il y a une jeune femme qui est vraiment le portrait craché d'Anaïs Nin. Et en effet, c'était fou parce que sur le tournage, euh, ils utilisaient indifféremment des photos d'Anaïs Nin et des photos de moi. L'une passait pour l'autre. Et, et pour moi, évidemment, c'était une expérience formidable parce que je venais quand même d'un cinéma très artisanal, avec très peu de moyens. Et tout d'un coup, voilà, ce luxe de tourner. Il n'y avait que des grands artistes dans le film. Pas seulement aussi le casting, mais enfin, Philippe Rousselot à la Oslo, lumière, ouais. il y avait Guy-Claude François à la scénographie, il n'y avait que des gens vraiment top de chez top. Et pour moi, qui ai toujours aimé l'autre côté, c'était merveilleux d'assister à ça, à ce travail-là, de cette collaboration-là. Toute l'attention au moindre détail, la recréation de l'époque, les années folles à Paris, la vision assez poétique, justement, le recours aux clowns. Il y avait plusieurs clowns Mm. merveilleux dans le film. Euh, tout ça, on a fait une formidable aventure. Ça a dû te changer un peu niveau tournage, effectivement, et niveau exigence de jeu, ça t'a apporté des choses différentes ou pas? Est-ce qu'il y a eu plus de préparation ou pas nécessairement? Oui, quand tu fais un personnage qui a existé, Oui, comme Anaïs Nin, enfin, il y a énormément de choses à, à lire, à découvrir, à rechercher. Je n'avais pas beaucoup de temps en plus pour le faire, donc ça a été très intense. Il y avait des cours de danse, par exemple, parce qu'elle dansait. Elle était en partie espagnole, catalane, que je me souviens que c'est la première fois que j'avais fait un peu de flamenco. Et je pense que quand on fait un personnage qui a existé, il y a une responsabilité en plus. Mais moi, je m'entends très très bien, je travaille très bien avec les anglo-saxons. Enfin, d'accord. c'est une façon de travailler qui se rapproche beaucoup de la technique anglo-saxonne. Mais j'aime bien aussi mélanger, euh, j'aime bien aller un peu au-delà de l'acteur studio
et mélanger d'autres concepts peut-être plus européens, plus latins. J'ai beaucoup appris aussi avec les acteurs brésiliens qui Ils ont étaient... quoi, les acteurs brésiliens, dans leur jeu qui est différent? Là, là, je dois dire que ça s'est perdu un peu, je crois, mais quand j'étais petite et que je voyais les acteurs brésiliens, ils ont inventé ce concept de la telenovela, mais de très grande qualité. Et ils avaient des très grands acteurs de théâtre qui venaient et qui reflétaient vraiment ce qu'étaient les Brésiliens, parce qu'en ce moment, c'est comme un autre pays, mais qui est ce mélange. Non, il y avait ce côté très expressif, très corporel, mais en même temps toutes les traditions de Stanislavski ou du théâtre juif, parce que c'est ce mélange de culture européenne, africaine, indienne, et c'était des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Et j'essayais un peu d'intégrer tout ça. Tout ça. D'ailleurs, quand tu fais Henri et June, à ce moment-là, tu n'étais peut-être pas encore. Enfin, tu as un peu découvert le jeu anglo-saxon ou tu le connaissais déjà un peu? Je le connaissais, je voyais beaucoup de choses britanniques. Oui, j'étais très influencée par les acteurs britanniques. Et comme je te dis aussi, les Brésiliens, les gens sont souvent surpris. Ah bon, les Brésiliens? Mais la vérité, c'est qu'ils avaient une école vraiment formidable. Et c'était un des premiers rôles de Uma Thurman aussi, du coup, je crois. Oui, elle avait déjà fait le Terry Gilliam, je crois. Elle avait déjà fait Oui. la Vénus. Oui, mais bon, elle était toute jeune aussi. Hein. Oui. Du coup, ouais, ça doit être une première rencontre parce que vous avez retravaillé ensemble. C'était sur Pulp Fiction, du coup. Oui, on s'est retrouvés. Mais c'était super. Moi, j'ai tout de suite adoré travailler avec elle. On s'entendait bien. Il t'a fait la Divine Comédie. Donc, je crois que c'était la première collaboration avec Manuel de Oliveira. Oui. C'est un très grand metteur en scène aussi. C'était un film qui prenait quelle forme pour le coup? C'était un peu à la moyenâgeux aussi ou pas du tout? Non. C'était supposé être un asile de fous, Ouais. mais où chaque fou se prend pour un grand personnage de la littérature. Et donc, moi, je faisais Sonia de Crime et Châtiment avec Raskolnikov. On était deux fous qui se prenaient pour Raskolnikov et Sonia. Mais il y avait d'autres figures de la littérature. Et voilà, c'était assez jouissif. Voilà, tous ces personnages de la littérature qui se croisent dans ce lieu. Et puis, il y avait la grande pianiste Maria João Pires, qui est une des plus grandes interprètes de Mozart, qui jouait tout le temps pour nous, qui était dans le film et qui jouait, donc c'était le pied. Ça devait être super bien. Mais celui-là, il m'attire beaucoup, ce film-là, La Divine Comédie, en tant que film de Oliveira. J'ai du mal avec les noms des fois. Hein. Ne m'en veux pas si j'écorche le début. Il y a Macho c'est le nom français, c'est Macho, et le nom. Ouais, Huevos de Oro, de Bigas Luna. Là, ça devait être un de tes premiers tournages en Espagne ou tu en avais déjà fait? Non, c'était vraiment le premier tournage. J'étais très reconnaissante à Bigas Luna déjà de m'avoir casté, mais parce que j'adorais son travail, je connaissais son travail, et très iconoclaste, très artistique. Il a aussi toute une partie de son travail qui sont vraiment des œuvres d'art. Enfin, c'est des films qui étaient dans les galeries, mais vraiment, je crois que c'était vraiment un héritier du surréalisme espagnol, dalinien, voilà, surréalisme catalan.
Et voilà, j'ai découvert tout ça grâce à lui. Parce que curieusement, les Portugais sont peut-être un peu moins maintenant, mais pendant très très longtemps, on vivait vraiment de dos à l'Espagne. Pour nous, D'accord. la France, c'est comme s'il n'y avait rien entre la France et le Portugal. Il y a une espèce de non-communication avec cet énorme pays qu'est l'Espagne. Et donc, on ne savait rien. Et par exemple, j'avais honte parce que quand j'allais en Espagne, je parlais en anglais. C'était vraiment honteux. Et puis, quand Bigas m'a invité pour faire ce film, il m'a mis une prof, une coach d'espagnol, parce que le film était tourné en castillan, et je me suis aperçue que c'était extrêmement facile d'apprendre pour une portugaise le castillan, et donc j'ai appris en une semaine, ça y est, j'avais compris, c'est super facile et tout. Et, et donc je suis arrivée toute fière avec mon castillan sur le tournage, et tout le monde parlait une autre langue, qui était le catalan. Ah non. Et là, c'était vraiment la douche froide, même si on a tourné en espagnol, en castillan. Mais, euh, mais je me suis rendu compte que, en fait, voilà, j'arrivais, mais c'était toujours pas ça. Mais du coup, ça doit être fou de. Enfin, moi, je trouve ça incroyable à chaque fois les acteurs qui me disent, oui, j'ai appris telle langue pour un tournage. Enfin, je trouve ça toujours assez incroyable. Surtout que j'imagine depuis, tu as tourné dans d'autres films espagnols et que c'est une langue que tu dois maîtriser maintenant. Oui, 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 maintenant, d'ailleurs, j'ai deux filles qui sont espagnoles, qui sont catalanes, Mm. donc, ça va. Euh, mais par exemple, j'ai fait un autre film beaucoup plus récemment que j'aime beaucoup, qui s'appelle Voyage au Portugal de Serge Ouais. Truffaut, où je joue une Ukrainienne et j'ai fait tout le film en russe. Et là, j'ai appris mon rôle, mais j'ai pas appris la langue. J'ai vraiment pas eu le temps. J'aurais voulu. J'étais un peu frustrée de ne pas avoir appris aussi la langue, mais non. Ça a été juste phonétique. Bah après, je sais pas, tu parles combien de langues du coup? 6. Ok. C'est impressionnant, ouais, effectivement. Je vais essayer d'avancer un peu pour essayer de parler de quelques films comme ça. Il y en a beaucoup trop que j'aime beaucoup. Euh, mais bon, d'ailleurs, j'ai vu que tu joues dans The Broken Key et je l'ai vu en faisant de la programmation, ce film-là. Mais j'ai pas forcément accroché. Je pense qu'il. Alors, c'est mon point de vue, hein. Et enfin, il est un peu confus et il est un peu dur à appréhender comme film. Tu l'as vu, toi, le résultat final? Oui, oui, je l'ai vu. Moi, j'ai bien aimé, mais évidemment, j'étais dedans. Mais j'adore Guy Madden et The Saddest Music in the World, ça a été vraiment Ah oui, bah ça, oui, par contre, aventure oui. formidable. Oui, ce qui était le premier film que j'ai tourné avec lui. Ah non, je disais The Broken Key de Louis Nero, tu vois? Ah, pardon, Non, pardon, non, pardon, Madin, je Guy confonds. Madin, j'aime beaucoup. Oui, oui. Ah oui, alors The Broken Key de Louis Nero, non, je ne l'ai pas vu en entier, je crois. D'accord, d'accord. Non, Parce que bah, après, il y a un super casting, hein. Il y a Géraldine oui, Chaplin. oui, parce Il y que a... je confonds parce que Géraldine était aussi sur Spiritisme de Géraldine, pardon, je confonds. Et Géraldine Chaplin, enfin, j'adore cette actrice. J'ai un respect immense. En plus, elle joue dans bah, Anna y los Lobos, tout ça, des films que j'aime énormément. Euh, Bah, dans ta très longue carrière, parce qu'il faut dire quand même que tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné depuis 82. Et je trouve ça vraiment impressionnant le nombre de films que tu as pu faire. Il y en a certains que j'ai beaucoup aimés. J'étais en train de penser, quand on parlait, tu as tourné dans Des Nouvelles du Bon Dieu. Ah oui, j'adore ce Et film. ouais, il est excellent. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est vraiment ce genre de cinéma qui est atypique et qui est un peu rare des fois. Et bah, ce réalisateur-là, Didier Le Pêcheur, est très doué au niveau de sa filmographie. J'aime Très, beaucoup. oui, non, c'est quelqu'un d'extrêmement doué. Et je suis très ravie d'avoir fait Des Nouvelles du Bon Dieu, qui est aussi un film culte à sa façon, avec que des acteurs super. C'est aussi la rencontre avec Marie Trintignant, Mm. j'adorais. Et, et voilà, c'était un beau tournage au Portugal. Ah, Euh, c'est le Portugal en plus? ouais, c'était au Portugal.
Et c'est tout ce que j'aime effectivement aussi dans le cinéma. Là aussi, c'est iconoclaste, c'est inattendu, c'est drôle, c'est intelligent. Voilà, on aime. Avec Jean-Yann dans le rôle de Dieu. Jean-Yann. Et il est comment en vrai, Jean-Yann? C'était un peu un de mes. Alors ça fait bizarre, hein, mais genre gamin, vers 12-13 ans, c'était un de mes acteurs préférés. Enfin, réellement, et j'étais fan de Jean-Yann. J'adorais les films de Jean-Yann réalisés par Jean-Yann. Je sais pas si t'avais déjà vu un peu, toi, tu connaissais son travail plus jeune, Euh, notamment sa réalisation. j'ai vu, mais non, je connais mal. Je sais que j'ai vu un de ses films, mais moi alors, je suis très forte pour oublier. Ah, Euh, il a Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, avec la radio Jésus. Il y a 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, avec Coluche, où c'est un gros péplum parodique qui est très très cool. j'ai vu ça. Il faut que je le voie. Il faut que je vois. En tout cas, oui, ça se voyait que c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire et il était très, très bien pour le rôle de Dieu. Bah, effectivement, c'était une bonne surprise sur le film. Je savais pas qui jouait dedans quand j'ai vu et c'était une très très bonne surprise. Parlons de Pulp Fiction, je crois, j'imagine que c'est le film le plus connu du grand public que tu as dû faire. T'avais vu avant ça son premier film à Tarantino? Oui, en réalité, j'avais rencontré Quentin dans un tout petit festival, mais un festival merveilleux de films indépendants, de jeunes réalisateurs indépendants français et américains, qui avait lieu à Avignon, D'accord, de Jerry Rudess. Et c'était vraiment un de ces petits festivals où tout le monde se rencontre. On voit des films, on mange, on fait la fête, voilà. parfait. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais vu Reservoir Dogs et j'avais rencontré Quentin. C'était un de ses premiers voyages en Europe, je crois. Et puis là, tout de suite, on a eu comme ça une sympathie, une amitié aussi cinéphile. Et puis, on s'est retrouvés dans les mêmes circonstances comme ça de cinéphilie dans un festival beaucoup plus gros qui est à São Paulo. Et, et à la suite de ça, j'ai reçu le scénario de Pulp Fiction. J'ai lu ça. J'ai adoré. Et me souviens très nettement d'avoir pensé, je ne sais pas qui va voir ça, mais moi j'adore et je veux le faire. Et, et je trouve que c'est génial qu'en ayant une proposition tellement hors norme, tellement difficile à suivre, tellement littéraire finalement, il trouve un public mondial, pas universel. Ouais, vraiment mondial ouais, pour le coup. Bah, Ouais. c'est le film qui l'a fait connaître un peu au grand public, etc. Dedans, tu as beaucoup joué avec du coup Bruce Willis. Oui, Je pense que c'était déjà un acteur, il était déjà très bien connu à cette époque. très connu. En fait, le film était rempli de stars. Oui, c'est vrai. Et Travolta, et tout ça. Enfin, ils étaient tous des stars et tous faisaient le film dans cette optique voilà, de faire un petit film sans moyens, indépendant, mais avec un garçon super doué. Il sait comment de jouer avec Tarantino niveau jeu? Est-ce qu'il a une façon différente par rapport à ce que tu connaissais à l'époque d'appréhender les acteurs ou pas du tout? Si, il est acteur lui-même, donc il a cette chose qui est assez agréable quand tu joues avec un metteur en scène acteur où on fait l'économie de beaucoup de mots, tu vois. Mais donc il est très précis et je crois que sur Pulp Fiction, on a eu un truc que je n'ai plus jamais eu par la suite, c'est-à-dire qu'il fait venir les acteurs et on répète les scènes, parce que les scènes sont souvent très longues, très théâtrales, avec beaucoup de dialogues et tout, dans les décors. Et donc, à partir de ces répétitions dans les décors déjà, il fait son découpage. D'accord. Donc il fait des répétitions avant de faire son découpage.
Oui, peut-être qu'il a déjà dans la tête un Ouais. peu, mais moi, ce que j'ai vu et que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il se donne cette, cette possibilité-là de voir d'abord les scènes avant de les découper. Est-ce que toi qui as réalisé par la suite un long métrage, est-ce que tous ces réalisateurs, Philippe Kaufman, Bigas Luna, Quentin Tarantino, Didier Le Pêcheur, etc., tu les as un peu observés en tant qu'actrice faire? Est-ce que tu t'en es vraiment nourri, toi, pour le moment où tu as commencé ta première réalisation, ou tu as fait plutôt table rase de tout ça et tu as essayé d'appréhender ça de manière plus instinctive? Non, 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 vraiment, je considère que ma carrière d'actrice était mon école de cinéma, que c'est une chance énorme de pouvoir voir ces gens travailler, comment ils travaillent, et dans des contextes aussi différents aussi, de production, de moyens, de choix. Et encore aujourd'hui, c'est Hmm. des choses qui me fascinent et qui m'amusent le plus, c'est justement de quand tu travailles avec ce genre de réalisateur, à chaque fois, c'est une plongée dans un monde, dans un Ouais. univers créatif et j'apprends énormément. Il y a, il y a un film que j'ai vu pour l'occasion discuter avec toi. J'ai regardé Tiré à part, que j'ai jamais vu, qui est pas si connu de nos jours, enfin qui est un peu voilà, genre de film français dont les gens vont pas forcément parler, au contraire des Nouvelles du Bon Dieu. Euh, Déjà j'étais étonné parce qu'il y a Terence Stamp en acteur Oui. principal, qui Mhm. est voilà, l'immense Terence Stamp de Pasolini, de Théorème, et puis de plein d'autres films. Moi, j'adore dans le film à sketch de Tommy Damnit de Fellini. Je sais pas si tu as vu, il est excellent dedans. Oui, oui, oui. Et quel Ah, plaisir de le voir c'est jouer. incroyable. Et c'était effectivement, c'était un privilège de jouer avec Terence Stamp. Le film est cool. Il est pas fou niveau réalisation, enfin niveau visuel, etc. Mais niveau histoire, j'aime bien moi ce genre d'histoire un peu littéraire, de mystère littéraire, etc. Donc là, c'est un peu une histoire de vengeance dans un monde, dans le monde de la littérature. Et donc, toi, tu as, un petit rôle et qui est vraiment pas mal. Euh, Tu mets souvent, enfin, tu as vraiment, en tant qu'actrice, une espèce de fraîcheur que tu apportes dans les films. Et je t'ai jamais vu jouer un rôle sombre, je sais pas, à la Gianni, je vais dire, mais peut-être tu vas me démentir. Tu as fait des rôles un peu comme ça? Euh, Oh là là, je crois que j'ai fait quand même beaucoup de sortes de rôles. Il y a euh, un des films les plus importants dans ma carrière, euh, parce que j'ai eu le prix à Venise pour ce film qui s'appelle Deux frères, ma sœur de Teresa Villaverde. C'est sombre, hein, c'est vraiment sombre. D'accord. C'est Bah, la nana, enfin, c'est un très très beau film, absolument magnifique. Mais je me souviens qu'elle essaie de se suicider, elle se rate, elle essaie une autre façon. c'est c'est assez, assez sombre. D'accord, mais je le verrai avec plaisir, vraiment. De faire ma sœur, tu m'as dit? Oui, de frère ma soeur. C'est vraiment, vraiment un des films dont je suis très fière. D'accord, bah, vraiment, je vais essayer de le voir. Euh, je vais essayer, je dis toujours, parce que, comme tu le Il sais, est très difficile à voir, d'accord. oui. Bon, Il a été, de temps en temps, il y a des projections à Paris. Il y a une rétrospective de Teresa Villaverde, je crois, l'année dernière à Paris, d'accord. au Centre Pompidou. Et là, ils l'ont montré. Mais c'est un film vraiment difficile à trouver. Je ferai ma petite enquête, je Mhm. verrai si je trouve. Il y a des films dans lesquels tu joues, des fois qui sont un peu inhabituels, et j'adore ça, moi, dans les filmographies. Que je pense aux Mille merveilles de l'univers, Ah qui est un oui. film de science-fiction de 97. Comment tu réagis quand tu vois un scénario comme ça, de film français? Oh, moi, j'adore. J'aime beaucoup le travail de Jean-Michel Roux. Je trouve qu'il est aussi un metteur en scène très, très atypique.
Et on a gardé une belle amitié. Et je suis ce qu'il fait. Bon, moi, j'étais ravie, hein, déjà. Les 1000 merveilles de l'univers, on a tourné au Québec aussi, à Montréal. J'ai retrouvé Tchéky, il y avait Féodor Atkin que je retrouvais aussi, Julie Delpy, enfin c'était un super casting. Chick Ortega qui est mort depuis. Qui? Chick Ortega. Ah oui, oui. Et, mais par la suite, Jean-Michel, il a fait des films absolument magnifiques, des documentaires sur les êtres invisibles. Et c'est quand même formidable de faire des films très beaux visuellement sur l'invisibilité. Et donc, je l'admire beaucoup pour ça aussi. D'accord, c'est intéressant ça. Oui, je vois sur sa filmographie là, ça me rappelle un peu un documentaire que j'ai diffusé qui s'appelle In Price of Nothing, qui est un documentaire sur le rien. Et c'est avec la voix tout le long de Iggy Pop. Ah, Et c'est très beau aussi en fait. Il filme le rien, mais c'est magnifique parce que c'est la recherche du rien, du vide dans le monde. Et ça donne vraiment des très très belles choses. Du coup, ça a l'air un peu dans la même veine que le film de Jean-Michel. Jean-Michel, c'est plus. Il a fait plusieurs films en Islande où les gens euh, croient, enfin, ont vraiment une conscience d'un monde invisible Mm. et qui est là, qui cohabite avec eux. Et c'est sur ça. D'accord, ça me plaît beaucoup dans l'idée, dans le sujet. Et les merveilles de l'univers, tu joues la présidente Ah oui, je joue la présidente du monde entier, du mais je monde. me fais buter. Et voilà, pareil, c'est vrai que c'est le genre de films qui sont atypiques et bah, comme Babel aussi avec Cheikh Cario aussi. Oui. Ah, pardon, à Nice, c'est très. C'est bruyant. Ah, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais du coup, Babel, c'est un film, alors pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un film c'est un film fantastique, dans la veine des films Spielbergiens un peu des années 80, Oui, tout à qu'il fait. est tourné dans les années 90, et puis c'est avec des espèces de marionnettes, de créatures mystiques. D'ailleurs, j'ai reconnu en le regardant une des voix, c'est la voix du savant fou dans La Cité des Enfants Perdus. Euh, j'ai oublié son nom. J'aime beaucoup cet acteur. Il a une voix très particulière. Tu vois pas de qui je parlais, je pense. Non. Bon, c'est pas grave. Je vais te dire ça. Mais en tout cas, c'était super aussi de tourner avec Gérard Policino, Michel Jonas. Michel Jonas, retrouver Tchéky. Et là encore, le froid de Montréal. Je me souviens de certaines scènes à l'extérieur où Tchéky et moi, on n'arrivait plus à parler. Voilà. Mais ce que j'ai eu de plus extrême quand même, moi j'adore la chaleur, mais je suis toujours ravie quand on me demande d'aller tourner au Canada parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Et quand on a tourné The Saddest Music in the World De Glimada. avec Guy Madden à Winnipeg, qui est vraiment un des lieux les plus froids sur la planète. Ah Et ouais. là, j'ai eu une des scènes les plus extrêmes. C'est, on nous servait en début de take, comme ça, on nous servait une pinte de bière. Et puis voilà, clap, action, hein, on faisait la scène et à la fin, la bière était gelée, Ah non. dure. Ah ouais. Oui, Ah, c'est fou. c'est fou. Et, c'est quoi la chose la plus incroyable pour toi que tu as apprise à cause d'un film à faire? Que j'ai appris à faire à cause d'un film. Oh, je suis très mauvaise hein, pour les listes et pour me souvenir et tout. Mais bah, j'ai fait un film aussi improbable euh, qui s'appelle, évidemment, il suffit de chercher pour oublier. Mais c'était un film où
où je faisais une astronaute. Et je me suis... Enfin, c'était une torture parce qu'on avait des vrais costumes d'astronaute et c'est absolument pas fait pour être porté avec la gravité parce que c'est très, 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 très lourd. C'était, je sais pas, presque entre 15 et 20 kilos. Et c'était extrêmement lourd et moi je suis petite et donc ça, j'ai appris cette notion de gravité à mes dépens. Effectivement. Et, non, mais en plus, c'est super beau, moi, je trouve, les costumes d'astronautes. Et donc, il doit y avoir un côté qui ramène un peu à l'enfance de mettre ça et de jouer avec, quoi. C'était Donc, horrible. C'était non, pas toi, c'était du juste tout horrible. d'être astronaute. Ça donne pas envie. Mais Babel, j'ai trouvé ça incroyable qu'ils aient tenté une aussi grosse production de films fantastiques, ce qui se fait plus du tout aujourd'hui en France depuis longtemps. Mais à une période, on a essayé un peu, je trouve, dans les années 90, C'est et vrai. c'était bien, c'était vraiment bien. Et bah après, enfin, c'est vraiment personnel, mais les films de genre, fantastique, science-fiction et tout, ça manque en France. Et je trouve que même si Babel n'est pas parfait, même si les mille merveilles de l'univers n'est pas parfait, moi je les regarde avec beaucoup de plaisir. Et, euh, et d'ailleurs, jouer avec un enfant, c'était une des premières fois que tu jouais vraiment avec un enfant star, enfin qui jouait le premier rôle. Oui, mais alors là, normalement, je m'entends vraiment très très bien avec les enfants. Vaut mieux du coup. Et, et, le, et les marionnettes, c'était pas. Ça devait être déroutant de jouer avec des espèces de marionnettes. Quoi? Il y avait des personnes dedans, dans les animatronics. Ah, c'est des personnes dedans, d'accord. Ah oui, je l'avais pas vu comme ça, je pense à des espèces de marionnettes. Mais Non. effectivement, ouais. Mhm. Bah oui, oui, du coup, tu devais avoir des acteurs de petite taille qui jouaient dans les marionnettes, c'est ça? Oui, oui. Ok, ok. Et Et tout en après, regardant. il y avait les têtes étaient complètement animées. Hmm. Oui, oui, effectivement, c'est des têtes figées qu'ils animent à côté. C'était un tournage où vous aviez beaucoup d'attentes par rapport à la. Enfin, où vous étiez beaucoup en train d'attendre que la technique se met en place ou pas spécialement? Non, 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 non. C'était. c'est- euh, C'était en partie, enfin, il y avait des gens canadiens très très calés là-dessus et non, non, c'était extrêmement à l'américaine. Oui, effectivement, ça a l'air d'être vraiment tourné à l'américaine. Et un nouveau tournage avec Chicky Cario, pour le coup, vous avez pas mal tourné ensemble, j'ai l'impression, sur cette Oui, période. là on a énuméré plusieurs films. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi Oui, dans excellent. ce qu'il dégage dans les films, quoi. Ça lui va bien, les rôles de méchants, effectivement. Eh ben, on va parler de ton film, ta première réalisation, Capitaine d'Avril. Ça parle d'une période que tu as vécue étant enfant, si je me trompe pas. Oui, en effet, je... Donc nous habitions à Vienne un peu aussi. Mes parents préféraient y être parce que le Portugal était une dictature. Ça a été une très très longue dictature, la plus longue d'Europe, 48 ans. Et donc, euh, c'est la révolution des œillets qui a fait que nous sommes rentrés au Portugal. Et comme ma mère était journaliste politique, j'ai connu dans mon enfance finalement tous ces protagonistes de la révolution des œillets et pour moi c'est devenu une espèce d'objectif vital de raconter cette histoire, leur histoire, l'histoire de ces jeunes militaires, des militaires de carrière qui ont fait vraiment une révolution tout à fait atypique puisque c'est une révolution pacifique, tout à fait tournée vers la protection des civils et, euh, et qui a débouché tout de suite sur une démocratie très solide qui est celle encore en vigueur au Portugal. Et il y a eu, enfin, tous ces militaires racontaient ont écrit, la plupart ont vraiment écrit non seulement sur
expérience très traumatique de la guerre coloniale parce qu'ils arrivaient de 13 ans de guerre coloniale en Afrique, dans les ex-colonies, et sur les aspects un peu cocasses, un peu incroyables de cette épopée de 24 heures qui était la révolution des œillets. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai voulu raconter. Et ça a l'air d'être un super film. Moi, mon souvenir que j'en ai, c'est que j'étais petit, j'achetais déjà un magazine qui s'appelle Ciné Live, et il y avait la bande-annonce du film dessus notamment. Et voilà, c'est un peu ma seule expérience avec ce film-là. J'ai essayé de le voir et il est pareil, il est assez difficile. Je pense qu'il est trouvable Maintenant, en il est DVD. un peu difficile à trouver. Il était sur Univers Cinéma, mais j'ai l'impression qu'il n'y est plus. Et sinon, il est amplement piraté sur YouTube. Mais bon. Et je l'ai pas piraté, mais pour le coup, j'ai l'impression quand même, en règle générale, je sais pas si tu es d'accord, que le cinéma portugais est très peu accessible en France. Oui, oui, il reste peu accessible, même si la France est un des pays qui s'intéresse le plus au cinéma portugais, et c'est formidable parce que la France donne quand même une grande visibilité. Mais bon, évidemment, on ne peut pas rivaliser avec le cinéma américain, anglo-saxon, ni même avec le cinéma français. Mais oui, Capitaine d'Avril en particulier était vraiment une coproduction européenne. La France y a énormément contribué. Il y avait la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. C'est un film que tu as cherché à faire pendant longtemps ou il Oui, s'est ça fait fait 13 ans d'écriture, de réécriture et aussi d'insistance, d'obstination, parce que voilà, c'était un film très, très ambitieux. C'est un film de guerre. Je voulais vraiment faire un film de guerre. J'aimais beaucoup les films de guerre. Et j'avais envie de m'essayer à ce genre-là. Et, et il y a toujours les préjugés un peu les gens se disaient mais quoi, une nana de 21 ans, qu'est-ce qu'elle veut faire un film de guerre ou un film politique et tout ça. Donc ça a pris un temps fou. Je crois que au bout d'un moment, on m'a donné l'argent pour le faire parce qu'ils n'en pouvaient plus, quoi, parce que je présentais tous les ans, je les ai eu à l'usure. Finalement, ça a payé. Mais le film a été bien reçu au niveau des Portugais en général, parce que du coup, ça parle quand même d'un truc, d'un événement important au Portugal. Ça a été bien reçu? Oui, enfin, le film, aujourd'hui, il est vu tous les ans. Le jour du 25 avril, il passe à la télé, il passe dans les écoles. J'en suis très heureuse parce que même des gens très jeunes le, le voient. Quand il est sorti, il n'était pas si bien reçu que ça, parce que là encore, il y avait une espèce de misogynie incroyable, comment elle a osé traiter ce thème. Et les seules personnes qui m'ont donné leur soutien inconditionnel, parce qu'ils savaient bien que aussi j'ai essayé d'être absolument honnête avec leurs perspectives, c'est les militaires. Mais sinon, dans la presse, parfois dans les milieux politiques, j'ai eu vraiment des réactions pas très gentilles. D'accord, ouais, bah, peut-être même j'imagine des gens qui regrettaient, je sais pas s'il y en a encore, la dictature. Oui, oui malheureusement, il y a toujours des fachos, il y en a toujours. Ils se Heureusement. renouvellent en plus. Ah, mais ils se renouvellent très très vite. Oui. Est-ce que en 40 ans presque de carrière, si je me trompe pas, j'espère que je rajoute pas une C'est vrai. décennie, Non, euh, est-ce que tu j'avais as, pas compté, mais j'ai fait des. Ouais. commencé très jeune aussi, est-ce que tu as ressenti déjà, enfin, la misogynie, comment tu l'as combattue? Est-ce que tu l'as combattue? Est-ce que tu as fait avec? Comment ça a été ton rapport à ça? Parce que effectivement, comme tu l'as souligné, quand tu es une femme actrice, c'est bah, beaucoup plus difficile sur pas mal de niveaux, je pense. Oui, curieusement,
j'ai commencé à la sentir justement avec Capitaine d'Avril. Parce que je fais partie d'une génération qui est vraiment la génération de la Révolution au Portugal. Nous, quand on était petits, vraiment, on trouvait que les histoires de féminisme, tout ça, c'était... Nos mères avaient réglé ça, que nous, il n'y avait plus de problème entre les garçons, les filles. Et c'est vrai que c'était assez... Oui, on a grandi. Je ne sentais pas vraiment de misogynie, de machisme. Et puis, c'est avec l'âge que c'est arrivé, notamment avec Capitaine d'Avril. Et maintenant, je me bats beaucoup plus contre ça qu'avant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se gagnent, et heureusement. Moi, j'ai 2 filles et elles sont très conscientes et j'en suis très contente. Elles sont probablement plus conscientes à leur âge que je n'étais moi à leur âge. Et donc, d'un côté, on a gagné beaucoup de choses, mais de l'autre côté, les préjugés se sont renforcés à bien des égards, et donc la lutte est presque plus forte maintenant. Oui, c'est vrai que c'est parce que je pense qu'il y a peut-être un espèce de ras-le-bol au niveau des femmes. Et il y a eu peut-être un ras-le-bol aussi que les gens disent c'est bon, c'est réglé, alors que non. Je pense que ça a fait beaucoup réagir les jeunes générations, et c'est super, de toute façon, ça ne peut être que bénéfique, n'en déplaise à certaines personnes. Même si c'est ce qu'il y a forcément beaucoup aussi d'anti-féministes un peu latents qui existent de nos jours, même chez les jeunes, qui ont l'impression que c'est bon, ça va, tout va bien. Bon, et c'est un long débat qui n'est pas fini. Mais bon, il y a un film culte français que tu as fait, enfin en tout cas culte un peu plus pour ma génération, qui s'appelle Moi César, 10 ans et demi. Ah oui. Tu joues la maman, je crois, de César. Oui, en effet. Tu l'as ressenti, ça, que ça a été un énorme succès en France, en t'en reparlant? Je l'ai ressenti par mes filles, justement. J'étais ravie de le faire. J'aime beaucoup Richard Berry. Et c'est drôle, hein, parce que les 2 fois où j'ai joué une femme enceinte pendant tout un film, je suis tombée enceinte après, peu de temps après. Et c'est fou, hein, parce que on ne joue pas impunément avec son corps. C'est un truc que les acteurs finissent par savoir. Enfin, notre corps, c'est notre instrument. Et pour moi, là, c'est fou, quoi, parce que il y a tu mets un faux ventre, tu prends une attitude, et là, le corps, ah bon, c'est ça. Et voilà, ça se passe. J'avoue, c'est très très marrant comme coïncidence, du coup, est-ce que c'en est une? Mais Je pense que c'est totalement une coïncidence, parce que c'est ça, le corps dicte beaucoup de choses dans notre vie. Bien sûr, l'esprit et le corps sont très liés, donc... Oui, et si tu le conditionnes à quelque chose, c'est ça, j'y vais alors. Et en plus, tu as enchaîné après avec The Saddest Music in the World. Tu avais tourné avant ou après? Ou tu étais enceinte quand tu as tourné ça? J'étais enceinte et je le cachais. C'était très drôle avec Guy Maddin, parce qu'on a menti l'un à l'autre. Moi, je ne suis pas une bonne menteuse du tout, mais je venais d'apprendre, donc j'attendais ma 2e fille, et là je reçois The Saddest Music in the World, et j'adore, et je veux absolument faire le film. Et donc pour les questions d'assurance et tout, je ne dis pas que je suis enceinte. Mais de son côté, Guy Maddin, il ne me dit pas que... Il me dit même que, oh, tu sais comment c'est le Canada, parce que je dis, est-ce que j'aurais froid? Est-ce qu'il y a des choses en extérieur? Il me dit, non, 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 on est en intérieur, on est en studio, et tu sais comment c'est le Canada, c'est warm and cozy, c'est vraiment
bien chauffé, tout ça. Mensonge absolu. J'arrive là-bas, le studio, ce n'est pas un studio, c'est un hangar. C'est un Ah, hangar avec tout est enneigé, mais c'est de la neige pour de vrai. Et il fait moins 30 degrés. Ben, c'est là où la bière est devenue dure. Et tout le monde glisse et tombe sur la glace tout le temps. Et moi, en scène, je dis aïe, aïe, aïe. Et puis, il y avait une scène où on devait se jeter par un toboggan dans une piscine de bière. Et là, j'ai quand même dû dire à Guy, j'ai dit, Guy, je ne peux pas le faire, je suis enceinte. Et voilà, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait menti l'un à l'autre. Et puis il était, évidemment, c'est un homme adorable, merveilleux, et il m'a épargné de me c'est jeter gentil. dans la bière enceinte Ah, par moins 30. c'est gentil. Et t'as refait spiritisme avec lui après. Oui, alors spiritisme, c'est parce que spiritisme, on a tourné ça à Beaubourg. C'était un tournage public. Il y avait Mathieu Amalric, il y avait Charlotte Rampling, Géraldine Chaplin, plein d'acteurs incroyables. Et on tournait dans la partie basse de Beaubourg et les gens pouvaient assister. En plus, on pouvait aussi assister au tournage sur Internet parce qu'il est très branché sur les choses Internet, etc. Et, euh, et c'était, on s'est dit, oh là là, ça, il y aura foule, enfin ça va être ingérable et tout ça. Et en fait, c'était tout à fait gérable parce que un tournage, c'est un truc tellement ennuyeux, pour plus qu'on voit des gens très connus et tout, que les gens ne restaient pas plus de 15 minutes. Donc, oui, c'est pas drôle un tournage, à moins d'être passionné par le cinéma, etc. C'est vraiment des tas de gens qui courent à droite, à gauche, qui travaillent. Parfois, on reste une demi-heure à régler un boulon. Et c'était intéressant comme expérience aussi. Et donc là, ce tournage-là s'est appelé Spiritisme parce que son propos, c'était de récupérer des scénarios qui avaient été abandonnés par des très grands metteurs en scène et de leur insuffler une nouvelle vie, d'une certaine façon. Hmm, Tout grand metteur en scène a quand même abandonné beaucoup de belles idées. Et donc, c'est une très belle idée de j'aime Gary. beaucoup. Et après, il en a fait un long métrage dont le nom m'échappe. C'est pour ça que j'ai confondu avec The Broken Key. Parce Attends, je vais essayer de retrouver ça. que, Spiritisme, il avait sorti, je crois que c'était un peu dans la même veine. C'est pas Spiritisme le nom justement du long métrage? non, le long métrage a un autre Ah, nom. la chambre interdite. Exactement, La Chambre interdite. Voilà. C'est le long métrage qui est devenu ce projet Spiritisme, qui était un projet plus orienté vers Internet au début. D'accord. Est-ce qu'il y a encore un grand réalisateur avec qui t'as pas tourné et t'aimerais beaucoup que ça se passe? Énormément, énormément de Non. réalisateurs, mais en même temps, j'ai une espèce de superstition à ne jamais me dire j'aimerais tourner avec un tel parce que j'ai Ça- tourné avec des gens tellement incroyables sans m'imaginer jamais que ça arriverait que je préfère penser comme ça, attendre les surprises. Moi, je t'aurais bien vu travailler avec Peter Greenaway. Ah bah oui, j'aurais adoré. C'est le genre de cinéma où je t'imagine parfaitement. Et, Ouais. et au niveau des films que tu as fait, je regarde un peu encore ta filmographie. Euh, ça s'est bien passé, Pasolini de Abel Ferrara, Oui, parce ben, que oui, j'ai j'étais déjà contente. rencontré, c'est un caractère très italien, j'ai dit. Il est un peu en couleur. Oui, oui, non, c'était super de pouvoir aussi le voir travailler, quoi. Abel Ferrara, évidemment, c'est une référence. Et puis, Willem Dafoe, c'est, Ah oui. il est extraordinaire. Enfin, comment il est rentré dans le rôle de Pasolini, c'était très, très, très impressionnant. Tu joues encore une personne réelle, vu que Oui, tu joues. Laura Beth, et je n'ai rien en commun avec Laura Beth. C'était là aussi une espèce de pari comme ça, il fallait me, me changer, bah, vraiment, parce qu'elle avait les cheveux blonds, c'était une femme forte, c'était une femme très, très imposante comme ça, très.
péremptoire, catégorique dans sa façon de parler. Mm. Donc c'était rigolo d'essayer de m'approcher de ça qui est très loin de moi. Et est-ce qu'il y a, je dirais, tu l'as déjà rencontré, Laura Betty? Ah bah, elle n'est pas vivante, elle n'est plus. Oui, 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 mais je veux dire, bah, vu qu'elle est morte dans les années 2000, je me disais, ça Oui, aurait pu non, je ne arriver. l'ai jamais rencontrée. Non. Est-ce qu'il y a une actrice phare pour toi dont tu es fan depuis toujours ça serait qui un peu tes références, toi, en tant qu'actrice? Euh, Dans les c'est films. pas très, c'est vraiment pas original, mais je dois, pour répondre très sincèrement, je pense que Meryl Streep, elle m'a toujours époustouflée depuis que je suis toute jeune. Hmm. Mais Betty Davis aussi, Audrey Hepburn, c'est oui, c'est des actrices que j'ai eu quand même, qui étaient des références pour moi. C'est très cinéma américain, c'est vrai, effectivement, tu le disais tout à l'heure, dans ce que tu devais regarder, en fait, à la base, toi, c'était peut-être très cinéma américain aussi. Oui, beaucoup de films classiques américains et beaucoup de choses britanniques aussi. Oui, oui c'est vrai, c'était plutôt des actrices de langue anglaise, c'est vrai. Bah, c'est des grandes actrices, hein, Betty Davis, Meryl Streep, enfin, voilà, elle n'est pas adorée pour rien, c'est totalement mérité. Je l'avais vu il y a pas si longtemps encore, j'avais toujours pas vu The Iron Lady, et elle est toujours incroyable, cette actrice, dans ce qu'elle arrive à faire au cinéma, vraiment, j'aime beaucoup. Bah, Oui, ouais, enfin, moi je l'ai découverte plus récemment, enfin plus tard, mais c'est quand même aussi une référence totale, c'est Helen Mirren. Voilà, c'est des actrices incroyables. mais elle s'est fait découvrir tard, Helen Mirren, j'ai l'impression Oui, aussi. aussi, oui. Ouais, et elle a un caractère, enfin, en interview, elle est incroyable Mhm. au niveau de ce qu'elle dit. Il y a, on va juste, on va finir très très bientôt là. Niveau du cinéma, je vois, comme tu disais, tu tournes vraiment partout. C'est pas fatigant de voyager tout le temps. J'ai l'impression que du coup, ça fait beaucoup bouger. Oui, moi j'adore voyager. Je pense que j'aurais pris toujours un métier qui me fasse Ouais. voyager. Bon, c'est vrai que voyager est devenu beaucoup plus pesant récemment. Ah oui. Depuis les attentats, enfin voilà, c'est moins. Et c'est aussi triste de voir que même les compagnies aériennes et tout ça, les gens sont traités, c'est du bétail. Et donc ça a été beaucoup plus rigolo de voyager avant, par exemple. C'est un truc dont je pensais que tout le monde le ferait. Et je me rends compte, mais c'est incroyable, j'ai eu une chance incroyable parce que justement dans les années 90, j'ai beaucoup insisté pour faire un voyage en Concorde. Donc j'ai voyagé en Concorde D'accord. et aujourd'hui c'est waouh. Je me dis quelle chance j'ai eue. Je pensais que tous les avions seraient supersoniques quand je serais grande, quoi. Mais euh, et donc voilà, c'est devenu vraiment beaucoup plus rébarbatif de voyager, mais c'est quand même merveilleux. Enfin, je pense que le cinéma était pour moi une façon de découvrir le monde. Même le théâtre l'a été parce que la première pièce que j'ai faite en France, Elvire Jouvet, c'est pas vraiment, mais disons la première pièce qui a été très très vue, c'était Elvire Jouvet 40 sur les leçons de Louis Jouvet à une jeune actrice. C'est une pièce avec laquelle on a voyagé dans le monde entier. Donc, pour moi, le métier d'acteur est lié à la découverte du monde aussi. Et en plus, tu chantes. Tu as sorti plusieurs albums et j'imagine que les tournées musicales aussi t'ont permis de voyager encore plus. Oui, oui, oui. Et le contact est très beau aussi avec le public quand on chante. Euh, pour, pour, moi, tout ça sert à apprendre des choses que j'utilise. J'aime bien euh, utiliser des choses de la chanson au théâtre, des choses du théâtre au cinéma, des choses du cinéma au théâtre. Enfin, euh, je pense que toutes ces activités dialoguent entre elles et s'enrichissent entre elles. Est-ce que je pensais tout à l'heure au fait que je crois qu'en France et même peut-être aux États-Unis, tu n'es pas
starifiée, je dirais, une actrice considérée comme une star de cinéma, mais respectée en tant qu'actrice très largement. Est-ce que tu as un peu échappé au côté starification malgré Pulp Fiction, malgré des gros films? Ben, certainement. J'ai demandé au Portugal, je sais pas. Euh, Enfin, moi, par exemple, je préférerais, j'aimerais bien travailler plus en France, par exemple, parce que j'habite en France. Mais la France-Paris, finalement, est presque comme une base, une plateforme de laquelle je pars pour travailler avec tous ces gens. Et puis c'est drôle parce qu'il y a des périodes où je travaille pas mal en Espagne, d'autres où je travaille pas mal en Italie, d'autres tout d'un coup je me retrouve à faire plusieurs choses au Mexique, aller savoir pourquoi et tout ça. J'aimerais bien, puisque le français est ma langue aussi, que la France c'est chez moi, pouvoir travailler plus en France. Mais effectivement, c'est peut-être plus difficile quand on n'est pas dans le star system français qui est très solide. Ouais. Oui, certainement. Ah, pourtant, pour moi, tu as vraiment déjà ta place depuis longtemps dans le cinéma français. En tout cas, après, je trouve que c'est une vraie force que tu joues dans plein de pays justement comme ça. Oh, C'est oui, peut-être oui, ça qui fait aussi que tu es connue en tant qu'actrice, mais pas forcément plus dans un pays que de l'autre. Après, peut-être le Portugal, vraiment, parce que j'imagine, je oui, vois. le Portugal, il y a eu quand même, je dois dire que le Portugal, le cinéma portugais m'a offert des rôles vraiment formidables et continue de le faire. Je dois dire que l'ordre moral, c'est quand même un rôle fantastique, quoi. C'est un cadeau incroyable. Et récemment, j'ai fait un autre film il y a 2 ans qui s'appelle Mar, qui veut dire mer, la mer, Ouais. qui était presque entièrement tourné sur un bateau et qui était un voyage qui allait du Portugal jusqu'en Indonésie. C'était vraiment un très très beau film. Mais voilà, mais le Portugal n'a pas du tout de star system, mais il a un très beau cinéma et c'est Ouais. vrai que j'ai fait certains des films que j'aime le plus au Au Portugal. Portugal. Au Oui. final, tu saurais me dire les films que tu as préféré le faire, si tu devais en citer 5? Je pense que c'est dur, même 5, tu vas me dire. Oui, il y a un film dont on n'a pas parlé, qui est un film italien que j'aime Mhm. beaucoup. Je suis très, très heureuse de l'avoir fait, qui s'appelle Il resto di niente, ce qui reste de rien. Et là aussi, c'était sur un personnage qui a vécu, qui était historique, qui était une Portugaise, qui était une des leaders d'une révolution jacobine qui a eu lieu à Naples 10 ans après la Révolution française, donc D'accord. 1899. Et elle était une journaliste et elle menait toute seule Il Monitore Napoletano, qui était le journal de la Révolution. Vraiment une femme incroyable et un très très beau film. Donc je citerai celui-là, certainement Henry and June, Deux frères, ma sœur. Deux frères maçons. Il y a Voyage au Portugal que j'adore, Ordre moral. Il y a un film que j'ai fait en France, que j'adore et que je recommande beaucoup, de Mehdi Benatia, Ah, qui oui, s'appelle Je ne suis pas mort. je vois. C'est un film qui a été peu distribué. Euh, C'est un film, pour moi, c'est un bijou. Et voilà, je suis très heureuse de l'avoir fait, d'avoir travaillé avec Mehdi. Je pense que c'est vraiment un réalisateur d'une grande finesse, d'une grande intelligence. Bon, après, des nouvelles du bon Dieu. Non, il y en a, non, je peux citer quand même quelques-uns dont je Mais suis. oui, et du coup, moi, tu sais que je travaille dans un festival de faux documentaires, et tu as fait Hitler à Hitler à Hollywood, Hollywood, qui est c'était super. Oui, excellent aussi. c'est un Qui est, vrai documentaire. Et est-ce que quand tu joues dans un faux documentaire, est-ce que tu essaies d'adapter ton jeu à te dire, tiens, là, on va essayer d'avoir un jeu plus documentaire, plus réaliste, ou pas du tout? Bah, en fait, la proposition de Frédéric Socher, c'était donc de jouer Maria de Medeiros. Mais la Maria de Medeiros qui apparaît dans le film n'a absolument rien à Oui. voir avec moi. Donc c'était un des rôles les plus fictionnels que j'ai pu faire parce que
Parce que j'étais quand même, je savais être très loin de la C'est personne. mon personnel sur ce qu'on est. C'est se créer un peu une mythologie, en fait, en disant, bah tiens, Maria de Medeiros, elle est comme ça, alors que pas du tout. Pas du tout. Il est excellent ce film-là, et pareil, moi je le recommande évidemment. Euh, Et c'était parce super de que. travailler avec Micheline Prel. Hmm. Ben oui, surtout une actrice assez immense finalement au niveau carrière. Oui, absolument. Elle était gentille Oui, c'est un amour. dans le film. Euh, ben on va et, euh, et merci beaucoup à toi Merci, c'est d'avoir un pris ton. plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Et puis, bah, juste pour rappel pour les gens, et même pour moi-même, il y a l'Ordre moral qui va sortir en France. Oui. Vraiment, on a peu de films portugais qui passent. Donc, j'imagine que, comme tu disais, tu nous encourages très, très vivement à aller le voir. Oui. Et ben, je ferai un plaisir d'aller le voir. Je te ferai mon retour dessus. Et tu m'as beaucoup hypé sur ce film. Ben, merci beaucoup. Bonne fin de Merci dimanche. Nicolas. Au revoir. Au revoir.